Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé exactement dimanche dernier et que faire dimanche prochain? Au beau milieu de la campagne de second tour de cette présidentielle, qui ne ressemble à aucune autre, alors campagne furieuse qui laisse de nombreux électeurs incertains et déchirés, on va s'arrêter sur quelques images, ce qui nous permettra, j'espère, de mettre un peu d'ordre dans les injonctions contradictoires, parfois intérieures d'ailleurs, ces injonctions, qui nous assaillent depuis quelques jours. Alors pour le faire, deux invités, Emmanuel Todt, démographe, historien, qu'on ne présente plus aux abonnés d'Arrêt sur Image, tant il est venu souvent sur ce plateau avec des débatteurs différents, d'ailleurs, dont une émission mémorable avec Jean-Luc Mélenchon, et avec vous, Olivier Tonneau. Alors vous êtes enseignant-chercheur à Cambridge en littérature, vous êtes spécialiste des Lumières, notamment de Pascal et de Diderot, avec un petit détour jusqu'à Robespierre récemment, détour à relier peut-être avec votre engagement chez les Insoumis. Alors, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes l'auteur de deux notes de blog publiées sur Mediapart le lendemain et le surlendemain du premier tour, donc à 24 heures d'intervalle. La première note s'appelait était destinée, adressée aux pompiers pyromanes qui ont voté Macron, et le lendemain, une note indiquant que vous alliez voter Macron au deuxième tour. Donc, on va en parler en détail. Alors, on va déjà revenir sur le premier tour de l'émission avant de se demander ce qu'il faudra faire et ce que vous ferez, comment vous analysez les choses pour le second tour. Alors, premier tour, donc, qui a vu la qualification de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Pour la deuxième fois dans l'histoire électorale française, après donc la présidentielle de 2002, et pourtant dans un état d'esprit tout différent, aussi bien des journalistes que, peut-on penser, d'une partie de la population, comme en témoignent ces deux lancements de deux journaux de 20 heures de David Pujadas, tous deux du lundi suivant le premier tour, donc le lancement de 2002 et le lancement de 2017. L'onde de choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Les Verts, le PC, le PS, l'UDF et Démocratie libérale appellent officiellement à voter pour Jacques Chirac. Et puis les manifestations continuent. 30 000 lycéens et étudiants rassemblés aujourd'hui dans les rues d'une vingtaine de villes de France. Comment expliquer cette percée de Jean-Marie Le Pen? Trois questions à Pascal Perrineau, professeur en sciences politiques. Il nous rejoindra tout à l'heure. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le coup d'envoi de la bataille du second tour dans une France politique chamboulée. Premier déplacement pour Emmanuel Macron qui engrange les soutiens. François Hollande prend parti pour lui. Qui a voté Macron? Le détail avec Guillaume Darel, les analyses de Nathalie Saint-Cric et François Langlais. Marine Le Pen repasse à l'attaque. Elle fustige le front républicain et se présente comme l'alternance à la mondialisation sauvage. Quelle stratégie pour gagner des voix? Comment sortir de l'isolement en ce premier jour de campagne? La candidate est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. Voilà, j'imagine que chacun d'entre nous autour de cette table, quand il a appris les résultats dimanche soir, s'est remémoré son état d'esprit le 21 avril 2002 lorsqu'il avait appris la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour. Comment pourriez-vous, Olivier Tonneau, comparer les deux états d'esprit dans lesquels vous avez accueilli les deux informations? Alors ça, pour moi, c'est un peu difficile parce que, pour tout vous dire, en 2002, j'étais totalement dépolitisé. J'ai pas voté en 2002 au premier tour. Je me rappelle d'ailleurs très bien, c'était une journée magnifique, la journée du premier tour, et à ce moment-là, je donnais des cours pour des réfugiés asiatiques, des cours de français, jusqu'à 9h le soir. Donc j'ai traversé tout Paris par cette soirée absolument sublime, et c'était désert. Et il y a eu un moment où vous avez appris quand même. Oui, je suis rentré chez moi, et je me demandais, mais pourquoi il n'y a personne dans les rues? Et tout d'un coup, je vois ça. Et je sais pas, honnêtement, moi j'étais déjà non. À l'époque, ça m'a pas plus concerné que ça en réalité. Maintenant, par contre, ça me concerne beaucoup plus parce qu'entre-temps, moi-même, j'ai beaucoup évolué. Mais voilà, je peux pas dire que tout ça se fait sur fond d'un 2002 traumatique. Quel âge j'avais en 2002? Alors, quel âge j'ai aujourd'hui? J'ai 42 ans bientôt, donc ça me fait... On va enlever 15. Voilà, on va enlever 15. 42 moins 15. 27. Ça, je parle à un prof de littérature. C'est ça. C'est difficile, ça, c'est difficile. Vous aviez 27 ans. Ouais, j'ai 27 ans. Emmanuel Todt, les deux soirées. En fait, là, 2002, le seul truc dont je me souvienne, je me souviens pas d'avoir été secoué, mais c'est anecdotique et personnel, c'est que j'avais, juste avant, enregistré un entretien avec Télérama, qui était un truc très général sur la désintégration du système politique français, les classes sociales, etc., que ça devait paraître. Et puis,
les gens de Télérama, au vu des résultats électoraux, ont dit mais c'est une très bonne analyse de ce qui vient de se passer, on va le publier. Et comme le numéro était presque déjà fait, ça a été publié à l'intérieur de la couverture, enfin quelque chose comme ça. Donc je n'ai pas pu être surpris puisque j'avais fait l'analyse du vote avant que l'élection ait lieu. Vous voyez, c'est un peu comme pour l'histoire de Trump, quoi. Donc j'ai pas. Vous êtes formidable. Vous donnez aucune surprise. Non, mais je raconte un truc qui s'est passé. Vous pouvez appeler les gens de Télérama qui maintenant me détestent, mais ils sont forcés de. Vous l'attendiez, c'est-à-dire que le vendredi, c'est-à-dire qu'il y avait une dynamique de désintégration sociale, politique, économique qui menait à ce genre de choses. Donc, j'ai pas été surpris. Là, s'il s'agit de contraster. Je dirais que la première chose qui m'a frappé, c'est plutôt ma première impression a plutôt été une impression de stabilité étrange du corps électoral. C'est-à-dire le premier truc que j'ai fait en voyant les résultats, c'était de faire le total européiste. En fait, le total des candidats qui avaient été faire allégeance à Berlin avant même l'élection. Donc j'ai fait le total Macron plus Fillon plus Hamon. Et on était un peu au-dessus de 50% des voix. Donc je me suis dit... Putain, mais c'est juste incroyable. On est un quart de siècle après Maastricht. La société française souffre comme jamais. On est à 10% de chômage structurel. L'échec de l'euro est avéré. Et on obtient au premier tour comme une reconduction du oui à Maastricht. Donc j'ai commencé à me demander, mais pourquoi ? Et je suis allé, finalement, je me suis dit, mais ça doit avoir un rapport avec le vieillissement de la population. C'est parce que le corps électoral n'est plus le même. Et donc, en fait, effectivement, j'ai vérifié, j'ai recherché pour vous, l'âge médian du corps électoral en 92, au moment de Maastricht, c'était 36,4 ans. Et maintenant, c'est 41,2. Alors l'âge médian, si on peut, en deux mots, c'est pas l'âge moyen. La moitié des gens en plus, la moitié des gens. Mais pour les âges, la différence ne serait pas cruciale avec l'âge moyen. Et donc je me suis dit, ben voilà, c'est ça. En fait, l'histoire de France maintenant, c'est une sorte de course de vitesse entre la colère qui monte et le vieillissement qui monte aussi, puisque les personnes âgées, je n'insulte plus personne, puisque moi, dans 15 jours, je suis à la retraite. Donc les gens comme moi, nous sommes de plus en plus paisibles, nous avons de plus en plus peur. C'est-à-dire que si la colère n'arrive pas à rattraper le vieillissement, en gros, rien ne changera jamais électoralement, c'est ça? C'est-à-dire, ça va être un peu... Si, les choses ont changé, parce que je pense, moi, je voudrais vraiment aborder les choses comme chercheur qui ne comprend pas très bien ce qui se passe, fondamentalement. Donc vraiment... Non, mais je crois qu'il faut, quand on est dans des basculements historiques, le mec qui prétend qu'il comprend tout de suite, pour moi, est enfermé. Et donc là, par exemple, sur les vieux, j'étais beaucoup amené sur les vieux, parce que quand on s'était parlé au téléphone pour l'émission, j'avais commencé à hurler, comme moi-même étant un peu vieux et commençant à être sourdingue, je parle trop fort dans mon téléphone, et donc j'avais commencé à expliquer ce vieillissement du corps électoral, etc. Et j'étais dans le 68, entouré d'un océan de vieilles dames, et j'ai failli me faire lyncher. Dans le 68, le bus. Le bus, oui. Et donc j'ai failli me faire lyncher. Donc ça m'a amené à réfléchir. Donc j'étais là à dire, non mais vous savez, je suis comme vous. Je suis vieux. Voilà, je suis vieux, il n'y a pas d'insulte. Mais alors, quand même, c'est plus compliqué que ça, parce que le Brexit, en Angleterre, il a été voté par des personnes âgées. C'est pas vrai que les jeunes ont voté massivement pour Remain, les jeunes se sont surtout abstenus en Angleterre. Mais il y a des pays où les gens âgés vont dans un sens politique qui bouleverse les choses. Ça serait la même chose pour Trump. Après, attention, parce que sur le vote des personnes âgées pour le Brexit, on a trop vite analysé le Brexit comme étant un vote exclusivement d'extrême droite. Or, il y a 4 millions de voix pour UKIP aux élections générales de l'année précédente, le parti, voilà. Et il y a 13 millions de personnes qui votent le Brexit. Donc il y a quand même 9 millions d'écart. Or, ces personnes âgées dont vous parlez, c'est aussi des électeurs du Labour, du Old Labour, qui a toujours été critique de l'Europe pour d'excellentes raisons, pour toutes les raisons qui sont validées aujourd'hui. Donc c'est aussi un vote de gauche assez fort. Absolument. Mais là, c'est le problème. Au-delà des catégories gauche-droite, c'est la question de savoir est-ce que, parce qu'on a plus de 60 ou 65 ans, on est condamné à ne plus bouger politiquement. Et en fait, quand on est dans le comparatif, on se rend compte que les personnes âgées en France
ont un comportement politique spécifiquement conservateur et qui, je crois, enfin, là où j'en suis maintenant, vient du fait qu'on est dans la zone euro et qu'en fait, on leur dit sans arrêt, si vous votez la sortie de l'euro, c'est-à-dire si vous suivez des gens comme Le Pen ou implicitement Mélenchon, les mecs, on va vous sucrer vos pensions. C'est-à-dire, on va vous ruiner. Et donc, en fait, je pense que le problème des personnes âgées en France, c'est pas tellement qu'elles sont intrinsèquement plus conservatrices, c'est qu'en fait, elles ont été privées du droit de vote. Puisque Oui. on vous dit, si vous votez pas bien, si le pays bascule dans autre chose, on va sortir, le franc va être dévalué, vous allez perdre vos... etc. Non, mais il y a peut-être aussi, voilà, mais comme vous le dites, il y a peut-être aussi simplement un phénomène économique, c'est-à-dire que les personnes âgées sont plus riches et détiennent un patrimoine plus important par définition que les jeunes, et donc ont davantage à perdre en cas de sortie de l'euro. Voilà. Ça, oui, mais le fait est que le comportement, les personnes âgées aux États-Unis et en Angleterre sont également privilégiées. C'est-à-dire le phénomène de compression des revenus de la jeunesse existe dans la plupart des démocraties occidentales, sauf en Australie, pour des raisons qui m'échappent complètement, et en Allemagne, mais en Allemagne, ils ne fabriquent pas de jeunes, puisqu'ils ont une fécondité très basse. Donc c'est un phénomène absolument universel, et les vieux privilégiés, etc., c'est un phénomène, c'est un universel aussi, mais ça induit pas les mêmes comportements conservateurs partout. Donc si je vous comprends bien, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, pour reprendre votre image de la course entre la colère et le vieillissement, donc la course est en train de gagner, la colère est en train de gagner la course sur le vieillissement, tandis qu'en France, la colère court pas assez vite pour rattraper le vieillissement. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, alors, enfin, j'aime bien cette image de course. Hein, oui, c'est une belle image, mais j'aimerais pouvoir dire que je comprends tout. Et c'est pas vrai, c'est-à-dire que il y a des phénomènes différents. Alors d'abord, les deux phénomènes qui rendent la comparaison entre la France et le monde anglo-américain difficile, c'est d'abord que le monde anglo-américain a 30 ans d'avance, en termes, surtout les États-Unis, en termes de développement éducatif, de développement des niveaux de vie, d'entrée en stagnation éducative. Donc, d'entrée en stagnation éducative. Oui, c'est-à-dire que les États-Unis, tous les pays sont en train d'entrer en stagnation éducative. C'est quoi la stagnation éducative ? C'est-à-dire qu'on a vécu, je suis désolé, on a vécu après la guerre un développement extrêmement rapide de l'éducation supérieure, qui s'est arrêté en fait aux États-Unis, si on suit les cohortes, les générations les unes après les autres, qui a commencé à s'arrêter entre 65 et 70, donc c'est très ancien comme phénomène. En France, ça a commencé en 95, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que la proportion d'une certaine tranche d'âge qui ferait des études supérieures, ça ne serait pas 100%, et que ça allait, aux États-Unis, c'est quelque part, selon les indicateurs, entre 30 et 35%. Et donc il y a une sorte de stratification de la population selon l'éducation, qui pour moi est le facteur majeur d'explication des nouveaux clivages, en fait. Alors pour rejoindre votre analyse, ce qui est vrai, c'est que les électorats et de Le Pen et de Mélenchon sont des électorats particulièrement jeunes. Oui. Les deux, je ne sais pas si vous avez des... Oui, c'est-à-dire que là j'ai le sorti des urnes de l'IFOP et bien entendu, oui, tout à fait. Bon, c'est même pas la peine de donner les chiffres, hein, c'est des évidences. Voilà. Et alors, de la jeunesse de cet électorat de Mélenchon, on a déjà parlé dans cette émission et on a eu des illustrations particulièrement éloquentes avec la percée formidable que Mélenchon et la campagne des Insoumis ont fait sur Internet et notamment sur YouTube. Oui. Alors, je voudrais vous montrer un extrait de Mélenchon sur YouTube. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont fait l'amitié de commentaires, de conseils. Depuis la dernière fois, la chaîne YouTube qui porte ces revues est devenue la première chaîne politique du pays. Bon, les amis, on a encore changé de décor, c'est parce qu'on change de pièce et tout le monde est en train de faire des réglages pour essayer que ce soit meilleur, moins jaune, plus blanc, plus bleu. Enfin, je comprends rien à tout ça. Mais bon, enfin, on a changé d'endroit, donc soyez pas surpris. Ah oui, je dois aussi un merci particulier au forum 18-25 ans de jeuxvideo.com parce qu'ils ont dit des choses sympas pour moi. Donc, moi, à mon tour, je dis vive le forum 18-25 ans de jeuxvideo.com. Alors, où est la poule, où est l'œuf ?
Est-ce que c'est parce qu'il est très bon sur YouTube que du coup il fait une percée incroyable dans la jeunesse et dans le forum 18-25, enfin on a déjà parlé dans cette émission, ou est-ce que c'est parce que l'électorat jeune est particulièrement réceptif au discours de Mélenchon qu'il y arrive? Vous avez une opinion sur le sujet? Oui, ben, je pense que c'est parce que les jeunes sont réceptifs. En fait, une façon assez simple de le démontrer, c'est que pour le coup, il faut rendre même au diable ce qui lui revient. Le premier parti à avoir investi l'Internet et les réseaux sociaux, c'est le Front National. Même notre super jeu vidéo Fiscal Combat, j'ai réalisé en lisant un bouquin qui s'appelle La Fachosphère, qui en fait, il y avait eu un jeu du Front National sur le même modèle auparavant. Donc quand les deux dispositifs à peu près similaires sont mis en place et que c'est le nôtre qui marche le mieux, c'est que pour le coup, c'est du côté du public que ça se passe. Oui, enfin, comment dire, les électorats c'est vrai que le premier truc qui sort, c'est le clivage selon l'âge. Donc on avait l'électorat caricatural, c'était l'électorat de Fillon, qui était un électorat de vieux aisés, en fait, avec près de 40% des, je ne sais plus si c'était les plus de 60 ou plus de 65 ans qui votaient Fillon. Et puis, bon, l'électorat de Macron, il est assez homogène en termes de groupe d'âge, mais avec un gradient quand même qui va de 23% chez les plus jeunes à 27% pour les plus âgés. C'est-à-dire qu'il y a un petit gradient âge quand même. Un gradient, c'est une évolution... une courbe. Oui, une ascension. Une gradation, quoi. Une gradation. Une gradation. Ouais. Une gradation. Une gradation. Voilà, donc l'électorat de Macron est pas du tout spécifiquement jeune, et s'il est spécifiquement quelque chose, c'est un peu plus vieux que jeune. Pas tellement, pas tellement. Les électorats de Mélenchon et Le Pen étaient fortement biaisés côté jeunes et avec un gros déficit côté personnes âgées. C'est très... Mais moi, ce qui me fascine, en fait, j'étais honnêtement, le soir des élections, j'ai voté Mélenchon, hein, quand même, pour situer les choses. C'est bien. On est entre nous, là. Donc, au départ, j'ai voté Mélenchon, en fait, sans y croire. Moi, finalement, je me suis assez mal tenu, moi, avec Mélenchon. Ça fait des années, que je me suis foutu de sa gueule. C'était... mais fondamentalement... Discrètement, enfin, je veux dire, ça... Oui, puis on a discuté ici très aimablement, voilà. Mais je me souviens de l'avoir traité de Gugus un jour sur une radio. Et vous regrettez ? Ça sert à rien de regretter. Si, ça sert à quelque chose. Je pense que l'avenir est plus important que le passé, donc On voit des images d'ailleurs. Oui, mais là, ici c'était sympa. Ici c'était sympa, mais je dirais... Ça avait l'air assez véhément. Hein, oui, mais dans mon souvenir... Juste par les images. Hein. Non, mais dans mon souvenir, Mélenchon avait été plus sympa avec moi que je l'avais été sympa avec lui. Oui, il avait été très sympa avec moi. Bon, mais j'explique. Donc en fait, fondamentalement, moi j'étais dans le truc, il faut sortir Sarkozy, Mélenchon ça divise la gauche, etc. J'étais dans des trucs comme ça, et surtout j'y croyais pas. Moi j'ai un truc d'ancien militant communiste, je m'intéresse qu'aux gros partis. C'est-à-dire je pense qu'il faut être efficace, je suis pour le vote utile, et j'étais quand même dans l'idée, et justement parce que c'était une époque où l'électorat de Mélenchon... Ce sont des gens comme moi, des gens en cours de retraite de la politique, c'était un électorat. J'ai rien contre les gens âgés, je peux plus, mais j'y croyais pas. Il était autour de son 11% en permanence, et comme j'avais l'impression que ça menait nulle part, j'allais au plus simple. Et là, ensuite, quand je me suis plongé dans les résultats, je sais pas comment dire, au lendemain, alors qu'il avait perdu, j'ai mesuré une sorte d'énormité électorale de ce qui s'était passé. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus ? Je pense que là, il y a quelque chose de très très important qui ne... La question, c'est pas seulement chacun fait son mea culpa et on remet les comptes à zéro. C'est vrai que personnellement, ça fait plusieurs années que moi je suis d'accord avec Mélenchon tout le temps. Je n'étais pas un militant, hein. C'est à peine maintenant, après la défaite, que je commence à rencontrer un peu les gens de la campagne. Mais donc, ça fait longtemps que je suis d'accord avec Mélenchon, que j'ai ce blog où, en général, mes positions rencontrent les siennes. Ça fait moins longtemps que c'est un blog explicitement militant pour Mélenchon. Et quand j'ai commencé à être explicitement militant, c'était en partie parce que j'avoue
que j'étais très frustré par la réticence d'énormément d'intellectuels à prendre position pour Mélenchon. On avait quand même l'impression... dont vous venez d'avoir une explication. Mais alors je développe parce que c'est important. Et j'avais souvent le sentiment... Non, mais c'est pas ça l'enjeu vraiment. J'avais quand même l'impression que pour beaucoup d'intellectuels qui par ailleurs se pensent comme extrêmement radicaux, Mélenchon, ça restait le gros rouge qui tâche. Et donc, ça serait quand même sale de mettre les mains dans un truc populiste, etc. Pourquoi c'est important tout ça? Parce que mine de rien, donc tous ces gens, ils ont raté le coche, puisque quand même, il y a quelque chose qui aurait pu passer si on avait eu plus de gens derrière nous. À mon avis, ce qui nous a manqué, c'est précisément cette validation dans la classe moyenne qui était le devoir de tous ces intellectuels et ils ne l'ont pas fait. Mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on s'interroge, par exemple, sur pourquoi Mélenchon n'a pas donné de consigne, on ne peut pas comprendre ça. Voilà, mais alors, je finis quand même. Pour comprendre ce que fait Mélenchon maintenant en ne donnant pas de consigne, il faut précisément comprendre ce que c'est que la France insoumise, parce que si on ne comprend pas ce que c'est que la France insoumise, on ne peut pas comprendre pourquoi elle ne pouvait pas accepter de consigne. On va y venir aux consignes, mais on reste une seconde sur le premier tour quand même. On n'a pas terminé sur le premier tour. Moi, j'ai admis à de multiples reprises dans ma vie que j'étais pas doué dans le jugement sur les individus, donc je prends toutes les critiques avec bienveillance. Par contre, mon domaine de compétence, c'est les corps électoraux. Et je trouve que ça vaut la peine de revenir. C'est pas parce qu'il n'a eu que 19,5%, en vérité très près du Front National, si on réfléchit 2 minutes. Je veux dire qu'il faut faire comme si c'était terminé et faire comme parce qu'on a ce deuxième tour. Et ben alors voilà. Alors d'abord, en 2012, il avait eu il avait fait 11%, 11,1%. Là, il a fait 19,6%. Ça fait une croissance de 8,5%. Le Pen était à 17,9, elle est à 21,3, donc elle a gagné 3 et quelque chose. C'est-à-dire que le véritable phénomène électoral de cette présidentielle, et quoi que soit le deuxième tour, c'est le succès de Mélenchon. Donc moi, je ne parlerai pas de défaite. Vous voyez, c'est-à-dire, je trouve que vous êtes un mélenchoniste mou. Non, c'est exactement l'inverse. Moi, j'ai le zèle des néophytes. Mais non. Parce que vous êtes dans un truc, il faut reconfigurer la gauche. Ce qui est bien, c'est les équilibres de population. Voilà. Nous, on voulait gagner pour changer les choses. Et donc, on a perdu. quand on analyse, je trouve que ça devient... Donc, on dit toujours, le thème, c'est de dire il y a plusieurs France maintenant. Et c'est vrai que le pays est habité par des forces centrifuges. En fait, l'électorat se désintègre. Les primaires ont montré ça. Donc, les socialistes de gauche se sont fait plaisir en nommant Hamon et le revenu universel, Fillon à droite, etc. Puis alors maintenant, ce qu'essaye de nous vendre le journal Le Monde, c'est l'opposition des deux France, la France d'en haut, la France d'en bas. Elle existe, cette France d'en haut et cette France d'en bas. C'est-à-dire que quand on se place sur le plan sociologique... Alors, je voudrais qu'on voit, parce qu'on a fait Adèle Bello a fait un graphique, là. Mais comment ça, quand même? Vous en doutiez? Bon. Alors, pour qu'on comprenne, nous avons donc les structures de l'électorat de Mélenchon, de Macron et de Le Pen. Alors, en bleu, c'est les cadres, en rouge, les professions intermédiaires, en orange, les employés, en vert, les ouvriers, en violet, les retraités. C'est-à-dire qu'en allant de gauche à droite, on descend socialement, on est bien d'accord. Donc, c'est pas sympa pour les retraités. Hein. Oui, alors en plaçant oui, vous avez raison d'ailleurs. Alors en plaçant évidemment les retraités comme catégorie à l'écart. Je peux conseiller aux gens qui regardent d'oublier les retraités dans leur lecture du truc. D'accord. Alors on oublie le violet. Alors qu'est-ce qu'on voit sur Mélenchon? On voit que... Non, il faut commencer par l'opposition Macron-Le Pen, ce qu'on va vivre au deuxième tour. Alors, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est très polarisé socialement. C'est-à-dire que Macron, c'est effectivement le candidat de la France d'en haut, des centres-villes. Il y a cette grande poussée bleue sur la gauche. Hein. Et puis Le Pen, c'est effectivement la candidate du monde ouvrier, grosse truc verte d'un autre côté. Et puis au contraire, ça descend sur le bleu, c'est-à-dire plus on monte dans la structure sociale, plus ça baisse. Macron, c'est le contraire. Et Mélenchon, donc... Eh ben c'est ça que je trouve tout à fait intéressant. C'est le candidat interclassiste, en fait. C'est-à-dire qu'il est, et d'ailleurs son meilleur score, je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes trucs. Ça, c'est pas les... Ça, c'est le attendez. Mais vous les avez pris, vous, vos chiffres? Parce que moi, sur mes chiffres, il a fait son meilleur score dans les professions intermédiaires, et ça, et là, ça dépasse ça. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, de toute façon, ce qui est caractéristique du vote Mélenchon, c'est qu'il est... c'est Mélenchon, le vote des vraies classes moyennes. Et c'est Mélenchon dont l'axe... Il y a des ouvriers, il a piqué des ouvriers quand même au Front National. C'est probablement pas en majorité des ouvriers
des zones du Nord complètement frontisées, etc. Donc c'est pas les mêmes ouvriers. Mais contrairement au Front National, il n'a pas un énorme déficit de professions intellectuelles et cadres supérieurs. Et puis, il a cet axe central de professions intermédiaires. Alors, donc, si je faisais une conversion tardive et inutile au mélenchonisme, je dirais qu'en fait, il n'y a pas deux France. Il y a la France d'hier, qui, avec ce Front National qui n'a pas tellement progressé, hein, et puis cette France... Qui a un peu progressé quand même, puisque... Un petit peu, voilà, et puis cette France d'en haut, je pense qu'on va en reparler, qui a réussi à produire le phénomène Macron, et puis on est censé être forcé de choisir en ces deux trucs-là, mais le vrai phénomène de la dernière présidentielle, c'est l'émergence d'une troisième France, en fait. Une France qui est à la fois contre les régulations libérales, la dérégulation libérale, contre l'Europe, nationale, mais inclusive. Contre l'UE, soyons précis, parce que c'est quand même très important. Ça, c'est la petite faiblesse de Mélenchon ou des mélenchonistes. Mais si vous allez voter Macron au deuxième tour, vous avez des petites faiblesses. N'anticipons pas. Juste un truc, vous dites, c'est le véritable vainqueur. Non, j'ai pas dit ça, je suis pas fou. Si, vous dites le véritable événement électoral, c'est Mélenchon. Mais est-ce que les chiffres et les répartitions expliquent tout? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas simplement dans le succès de Mélenchon une équation personnelle de Mélenchon? Je suis désolé de le dire aux insoumis qui détestent qu'on jette des fleurs au chef, mais enfin, je veux dire, il y a quand même une éloquence, il y a quand même un personnage, il y a quand même une... Je peux dire quelque chose là-dessus, du coup. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, parce que cette histoire de la personnalisation, du tribun, du fait qu'on serait comme ça... C'est faux? Non, c'est pas que c'est faux. En fait, j'y réfléchis depuis un moment, parce que d'un côté, ça m'agace quand on dit ça, parce que ça nous fait passer pour des ahuris, alors que pour moi, les vrais ahuris, c'est ceux qui votent pour un type comme Macron. Et d'un autre côté, c'est vrai, moi, par exemple, j'adore Mélenchon. Voilà, je l'ai jamais rencontré par ailleurs, mais j'adore Mélenchon. Je sens que ça va venir. On va bien voir. Et du coup, finalement, j'ai fini par réfléchir à... faut pas avoir peur des émotions. C'est-à-dire que, effectivement, Mélenchon génère des émotions. La vraie question, c'est de savoir quelles émotions. Et à mon avis, ce qu'on ressent quand on est dans les... Vous allez voir pourquoi ça fait une quadrature du cercle. Ce qui fait que les insoumis adorent leur leader, c'est justement le fait qu'il fait appel à leur intelligence, ils parlent de façon complexe, etc. Et donc ils se sentent respectés. Dans le « il fait appel à leur intelligence », il y a le mot « il ». Oui, bien sûr. Mais il y a le mot « intelligence », mais il y a le mot « il ». C'est-à-dire, selon vous, et en faisant appel à votre intelligence, selon vous, est-ce qu'il peut y avoir un mouvement des insoumis sans Mélenchon? Eh ben, c'est ce qu'il faudra voir. Mais oui, bien sûr, il faut. C'est évident que ça sera pas facile. C'est pas qu'il fait appel à l'intelligence, même si quelque part il y a ça. C'est qu'il parie sur l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence est déjà là. Si l'intelligence est déjà là, eh ben, il faudra évidemment trouver quelqu'un pour porter la parole. Mais tant qu'il y a une parole à porter, normalement, on doit pouvoir trouver un porte-parole. Moi, dans les Insoumis... Vous en voyez? Oui, voyez? Alors moi, je vais vous raconter une anecdote idiote. J'avais une petite amie, on s'est séparés, et elle s'est mise avec un type petit et chauve. Et quand j'ai rencontré... C'est Paris. Quand j'ai rencontré le bonhomme, elle m'a dit, tu sais, quand son chien meurt, il faut toujours prendre un chien d'une autre race, parce que sinon on regrette toujours le précédent. Et pour moi, pour Mélenchon, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est quand même des grandes chaussures à remplir. Il nous faut quelque chose de complètement différent. Je devrais peut-être pas dire ça à la télé, mais encore une fois, je connais personne, ça n'engage que moi. Mais Charlotte Girard, par exemple, la coordinatrice du programme, déjà c'est une femme, bon. Elle a un style complètement différent, elle est extrêmement brillante. Moi, je me dis, voilà, il y a plein de gens qui pourraient prendre les places, mais ça, c'est... Voilà. Là, honnêtement, vous parlez comme si Mélenchon n'existait déjà plus. Ça, c'est vrai, on verra bien, c'est son choix. Il aura 70 ans à la prochaine. Oui, Trump, à quel âge? Oui, c'est vrai. Non, mais est-ce une référence? C'est une référence démographique. Oui. Je veux dire, donc voilà. Et alors, une dernière chose, moi, ce qui m'a vraiment... ayant vu cette analyse du corps électoral et une vision d'une France à la fois inclusive, comme dit mon copain Thomas Guénolé, et puis de gauche, d'une sorte de révolte démocratique de gauche, qui est un truc assez nouveau. Je veux dire, le vrai phénomène, je me suis rendu compte que ça, la France, c'est le premier, ça a échoué au stade actuel, mais c'est... encore que Sanders, c'est quelque chose un peu du même ordre, mais on a vu jusqu'à présent, on s'habituait à voir que toutes les révoltes anti-système qui fonctionnaient sur le plan électoral
était avec une mécanique xénophobe. En fait, que le ressort de la révolte, que la révolte ne pouvait pas se passer de la xénophobie. Et j'invite les Français à réfléchir sur ce que ça a de positif, de constater que dans notre pays, eh ben, on a un sursaut anti-système, etc., qui ne s'appuie pas sur la xénophobie. Et c'est impossible. En même temps, Emmanuel Todd, pardonnez-moi de vous rappeler qu'il y a eu pendant des décennies et des décennies un parti qui était à 30 puis 20% des voix dans ce pays, qui s'appelait le Parti communiste, et qui était d'une certaine façon un parti anti-système qui ne s'appuyait pas sur la xénophobie. Donc, mais absolument, mais moi, je ne suis que dans les 30 dernières années, dans la disparition du communisme, dans une sorte de mouvement. C'est plutôt un retour à une situation antérieure, en fait. On ne peut pas dire ça parce que le pays a tellement changé, la classe ouvrière a été laminée, la structure éducative maintenant est très inégalitaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les gens qui ont fait des études supérieures, il y a des gens qui ont des formations moyennes. On est dans un autre monde. C'est toujours la France. C'est toujours l'Hexagone, il y a des traditions, il y a des tempéraments qui sont là, mais vraiment la morphologie sociale, industrielle est différente. Alors, et on a vu apparaître, c'est le zèle des néophytes, je suis désolé. Alors non, mais juste à propos de l'Hexagone, parce qu'on a fait l'analyse par âge, on a fait l'analyse par catégorie socio-professionnelle. Alors évidemment, on ne peut pas faire l'économie non plus d'une petite analyse par la géographie, par la répartition géographique des électorats. Alors, vous nous avez apporté des cartes. Attendez, oh non, est-ce qu'on peut revenir d'abord sur la première? Voilà, sur celle-ci. Donc, ça, c'est la carte des candidats arrivés en tête du premier tour. Donc, en rose, nous avons Macron. Les départements... C'est la vieille carte du Parti Socialiste en deuxième tour. Hein. Je veux dire, moins les zones ouvrières du nord de la France. Alors, en rose, Macron. En bleu sombre, Marine Le Pen. En bleu roi, Fillon. Et en rouge, Mélenchon. En orange, Mélenchon. Où on note d'ailleurs qu'il y a 3 départements français dans lesquels Mélenchon arrive en tête, qui sont l'Ariège, la Dordogne et la Seine-Saint-Denis. Non mais ça, c'est-à-dire dans le vote Mélenchon, il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'il y a le passé de gauche de la France, et puis il y a les jeunes. C'est-à-dire que c'est comme la vieille France de gauche qui effectivement semble passer le bâton à quelque chose d'autre. L'Ariège, en 1936, c'est le département qui a le voté le plus à gauche pour le Front populaire. Ah oui. C'était au-dessus de 90%. La Dordogne, ça fait partie de la diagonale post-communiste du Massif central. Et la Seine-Saint-Denis, c'est la Seine-Saint-Denis. Et pourtant, on n'a pas alors, je ne connais pas l'Ariège, mais on n'a pas de l'Ariège l'image d'un département particulièrement ouvrier, mais on se trompe peut-être. Je veux dire, la carte politique de la France n'a jamais été définie par la présence des ouvriers. C'est un truc sur lequel on avait travaillé avec le Braz. Il y a des tempéraments régionaux. Non, mais l'Ariège, par exemple, qui est c'est un département mélenchonien isolé au milieu d'un sud-ouest macroniste et à sa droite les Pyrénées-Orientales et au-dessus c'est le péniste. Pourquoi l'Ariège? Non, mais l'Ariège, je peux vous faire un truc. C'est une région de famille souche. Sérieux? Oui, c'est une région de famille souche, mais c'est une région de déchristianisation spécifique, ancienne, particulière. Mais ce département-là spécifique? L'Ariège, en 1936, est le département qui a le plus voté à gauche. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est ce que vous nous avez apporté, c'est de superposer donc cette carte à la carte de l'industrialisation et de la désindustrialisation du pays. Donc à gauche, c'est la carte de l'industrie en 1968. C'est le moment où il y avait le plus d'industrie et d'ouvriers en France. C'est-à-dire plus c'est sombre, le plus c'est industriel. Voilà, c'est ça. Et à droite, c'est 2008. Et c'est-à-dire, c'est ce qui reste, c'est la même échelle de teinte. C'est-à-dire qu'en fait, la vieille carte n'existe plus. Donc si on faisait une soustraction, si on voulait mesurer la chute des effectifs industriels, ça ressemblerait beaucoup à la carte de gauche, en fait. Et maintenant, c'est marrant. C'est-à-dire que même des départements comme ceux de l'Ouest, crypto-fillonistes, ont quelques ouvriers. Voilà, donc en fait, il n'y a plus de base... Alors maintenant, donc, si on peut superposer cette carte industrielle et la carte électorale qu'on voyait au début, on voit donc que ce que vous voulez montrer, c'est que la carte du vote Le Pen épouse la carte de la désindustrialisation. Je pense c'est pas si simple. C'est-à-dire que quand on regarde l'implantation du vote Le Pen, il y a ça, mais il faut bien voir que la carte de la désindustrialisation recoupe 2 autres cartes. C'est-à-dire qu'il y avait la carte de l'immigration,
en fait, notamment maghrébine, de la présence d'immigrés dans les... présence d'immigrés qui forcément avaient un rapport avec la carte de l'industrie, puisqu'on les avait fait venir pour travailler dans l'industrie. Alors là, la déconnexion s'est faite. Il n'y a plus de rapport entre le vote Le Pen et la présence de gens d'origine maghrébine. Ça s'est complètement déconnecté. Mais il y a aussi des éléments culturels plus profonds de l'histoire de France. C'est que le grand est du bassin parisien, vous voyez bien que ça va plus loin que l'industrie. En fait, si vous allez vers l'ouest, ça va au-delà. Alors, vous parlez de quelle carte, là? Je parle du carte de domination Le Pen. Oui. Vous voyez, ça va plus loin que l'industrie, en fait. C'est parce que l'ensemble du bassin parisien, et jusqu'à la Loire, était une zone de structure familiale très égalitaire, entre garçons et filles, d'ailleurs, pour l'héritage. Et en fait, ce sont les régions qui ont fait la Révolution française. C'est-à-dire que, comme la façade méditerranéenne, c'est des régions de déchristianisation dès le milieu du XVIIIe siècle. Et l'un des paradoxes de la situation politique en France, c'est que les terres privilégiées, enfin pour moi, d'implantation du Front National, finalement, c'est pas tellement celles qui ont été industrielles, c'est pas faux, mais le paradoxe, c'est que le Front National, anthropo-sociologiquement, est plutôt dans la continuité de la Révolution française. Mais le Front National, oui, c'est les gens qui pensent en termes d'égalité. Donc c'est une conception perverse de l'égalité. C'est-à-dire d'un côté le Front National pense en termes d'égalité. Je veux dire, le Front National va, je dis pervers, parce que la composante xénophobe est fondamentale, et bien entendu, la définition, non pas simplement de l'étranger, mais du français d'origine musulmane comme pas vraiment français, c'est une sacrée entorse au principe d'égalité. Mais le Front National, c'est les mecs qui sont capables de dire merde aux dominants. C'est-à-dire, comme ça se faisait à l'époque de la Révolution française. Donc c'est une sorte de perversion. Vous parlez des électeurs ou des dirigeants? Je parle des électeurs. Et donc, pour moi, le vote Front National, depuis longtemps, apparaît comme une sorte de perversion du principe égalitaire. Dans une dimension, il va resté égalitaire, c'est la possibilité de s'opposer, c'est la France d'en bas, et puis c'est une perversion parce que c'est comme s'il y avait cette prise d'appui, en fait, de ce qui reste d'égalitarisme, qui doit se définir contre un autre extérieur, étranger, un peu comme la démocratie américaine s'est définie contre les Noirs. Vous voyez? Donc, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Non. Non, mais vous êtes pas, c'est bien. On n'est pas obligé, on peut tout à fait passer à la suite. Donc, alors voilà, cette analyse du premier tour étant faite, on va en venir maintenant aux conclusions qu'on peut essayer. Il faut quand même rappeler ce qu'est Macron en termes d'analyse électorale. Ouais, donc, je crois. Macron, quand on regarde sa carte électorale, c'est une carte à deux composantes. C'est-à-dire qu'on voit ce truc de... Alors ça ne se voit pas sur les départements. Sur les départements, on voit juste cette implantation à l'ouest, qui, je m'excuse de le dire, c'est la vieille carte du PS au deuxième tour. C'est-à-dire que Macron est vraiment dans une dimension, dans la continuité du PS. Ça ne se voit pas dans les départements, mais on peut essayer de le voir sur les communes, parce que la carte du vote par commune est aussi extrêmement intéressante. Ah, sans lunettes, je ne vais pas y arriver. Hein. Ben, mettez-les. Non, mais c'est pas les bonnes. Ah merde. J'ai perdu les bonnes. Mais vous avez là aussi. Voilà. Oui, bon, d'accord. Oui, alors ça va être élégant. En tout cas, je vais me réconcilier avec tous les gens qui pensent que je parle trop des vieux comme un problème. Voilà. Alors, donc... Oui, c'est ça. Donc, on voit beaucoup plus la région parisienne. Alors, Adèle Bello vous la grossit, la carte Macron. Ça, c'est la répartition par commune. Hein. Oui, c'est bon. Mais, donc, le vote Macron, c'est une empreinte PS au niveau régional. C'est-à-dire... Et la France qui n'a pas de problème, c'était l'un des paradoxes de la vieille carte PS, avec la Bretagne, tout l'Ouest, etc. Et puis, ça a été noté 1000 fois, je dirais la carte de la France d'en haut, c'est-à-dire la carte des centres-villes, avec les cadres supérieurs, professeurs intellectuels et cadres supérieurs. Cette carte que c'est la France d'en haut. Non, mais cette carte, je ne sais pas pourquoi, on le voit moins bien que sur la carte du monde que j'ai là. Ah bon, alors on va prendre la carte du monde. Alors, attendez. Voilà, on va zoomer sur la carte du monde, si on peut le faire. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est... Non, mais tout le... on sens une discussion inutile parce que tout le monde est d'accord. Bon, non, oui, mais c'est quand même pas inutile d'expliquer. Voilà, on zoome sur la carte du monde, là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la carte du monde? Eh ben, on voit, par exemple, la région parisienne, macroniste, à un degré où elle n'a jamais été de gauche, etc. D'accord. Donc, le vote Macron... C'est un vote d'éduqués supérieurs, de gens qui n'ont pas de problème, plus ultra-socialistes. Et le plus rigolo, ce qu'on trouve dans
se sortent des urnes, c'est que, en termes de profession, Macron, le libéral... Ça, on l'a dit sur le... Oui, mais il fait son meilleur score chez les salariés d'une entreprise publique. Alors moi, je voudrais quand même... Ce qui veut bien dire que le vote Macron, c'est le vote des gens qui n'ont pas de problème. Ouais. Alors, c'est rigolo, c'est une amie qui me disait ce matin qu'elle était tombée sur une étude, donc malheureusement, je n'aurais pas la source, qui disait que jusqu'à un temps donné dans le passé, les classes supérieures étaient plus cultivées et les classes inférieures l'étaient moins. Et que chez les cadres supérieurs, il y avait un renversement de ça, puisque de toute façon, ils bossent tellement, ils rentrent à la maison, ils sont cramés, ils regardent que des séries télé, alors que les gens qui sont plus bas ont plus de culture. J'insiste sur ça. On va chercher cette étude parce qu'il faut se méfier faut se méfier des fake news. Hein. D'accord. Ça a été l'élection des fake news. C'était pas une fake news. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est certain, c'est que ça correspond à un ressenti. J'ai fait des débats préélectoraux avec des représentants d'En Marche. J'ai été sidéré par l'ignorance totale de ces gens et par leur inculture. Par exemple, ce qu'il y a de plus fou chez Macron, c'est l'usage intransitif de verbes qui n'ont de sens que quand ils sont transitifs. Par exemple, la France qui fait, la France qui ose. Et eux sont arrivés à un tel point de décérébration qu'ils gobent ça. Alors que si vous allez chez les Insoumis, vous aurez des conversations intéressantes. Donc je ne sais pas si l'étude fonderait ça. C'est militant. Non. Quand on regarde les électorats, non mais c'est pas la peine de... Il faut savoir identifier et accepter l'ennemi de classe tel qu'il est. Que l'ennemi de classe soit bête, c'est important. Mais non, je veux dire le pourcentage des gens qui ont un diplôme supérieur au baccalauréat, il va être de qu'est-ce que ça veut dire 31%. On est d'accord, mais 31% chez Macron, il va être de 18% chez Mélenchon et de 13% au FN. Mais là, vous ratez tout quand vous dites ça, parce que vous ne prenez pas en compte justement ce qui se passe dans la vie d'une personne après son diplôme, quand il a dans un certain style de vie qui aujourd'hui est mauvais pour la tête. C'est pas bon pour la tête aujourd'hui d'être cadre supérieur. Pour moi, ça c'est certain. Oui, d'accord, mais là, comment dire, il faut limiter l'objet qu'on étudie. On cherche à comprendre les comportements électoraux. Pour moi, c'est très On important. constate. Là, vous êtes dans une sorte de jugement métaphysique absolu sur la valeur des gens. Et ben, il faut... Et non chiffré, si je puis me permettre. Oui, Et non chiffré. On est quand même à la limite du café du commerce. Je suis pas d'accord. Non. Disons que c'est une intuition qui est fondée sur des faits. Et alors, il faudra faire l'étude pour voir si elle Je se suis vérifie. extrêmement troublé Mais il y a d'être dans un quelque chose débat là. où je suis le mec raisonnable. Je suis pris à contre-pied. Pour moi, c'est tout à fait important ce que je vous dis là. Et ce ne sont pas des jugements à l'emporte-pièce ni le café du commerce. Il faut regarder les images du meeting de Macron à Bercy et se demander comment un truc aussi absurde peut paraître acceptable aux gens en face. Là, il y a quelque chose qui demande Vous êtes ici à Arrêt sur Image et on apprend à se méfier des images. Non, mais là, je crois qu'on parle de deux choses différentes. C'est-à-dire que si on analyse le phénomène Macron, il y a plusieurs étages. Il y a d'abord l'étage des mecs qui ont eu l'idée de fabriquer Macron, à commencer par Collomb, le maire de Lyon. Et donc, autour de Macron, jeune, avec ses dents et tout ça, il y a la collection de vieux la plus extraordinaire. Ça a été recensé par je ne sais plus quel journal. Responsable politique, vous voulez dire. C'est-à-dire, c'est un jeune au milieu de vieux crabes. Mais c'est marrant parce que vous mettez les politiques en premier, alors que les adversaires de Macron disent... Non, mais vous les citez en premier quand même, mais les politiques. Alors que les adversaires de Macron disent quand même, avant tout, c'est une créature de la banque et de la finance. Mais vous placez quand même les politiques en premier. Je m'apprêtais plus tard à parler de la banque, mais là, je me suis fait cueillir à froid. Mais c'est parce que j'essayais de... C'est probablement parce que je connais plus de politiques que de banquiers, donc ça m'est plus facile. Donc ensuite, il y a la strate des groupies. Et alors là, pour moi, c'est cela dont vous parliez. Alors là, je pense qu'on peut tomber d'accord. Pour moi, c'est pas tellement qu'ils sont bêtes, c'est juste un mystère. C'est joker. Et pour moi... On est confronté. Si j'allais faire de la recherche, mais qui vous appelle les groupies ? C'est qui les groupies ? Tous les mecs qui, moi, quand j'entends Macron, un t-shirt bleu, un t-shirt rose, un t-shirt bleu. Non, mais quand j'entends Macron, personnellement, je ne trouve pas du tout antipathique comme personne, mais je l'ai jamais entendu dire quelque chose d'intelligent. Voilà. C'est un mec d'un conformisme, mais à côté, Hollande. Et plein d'originalité. Je veux dire, c'est la version la plus absolue du conformisme eurolibéral. Donc il y a ça, et il y a des types qui sont autour, des groupies,
qui trouvent ça extraordinaire. Donc là, à ce stade, je m'adresserai pour comprendre à des psychiatres. D'accord, très bien. Et c'est un problème de vide social. Et puis, juste une question, excusez-moi, à ce oui. stade quand même, je suis obligé de vous la poser. Donc, quelle est votre explication personnelle du fait qu'il soit arrivé en tête du fait qu'il ait pulvérisé la droite, la gauche, et qu'il soit arrivé en tête du premier tour? J'attends. Et au-dessous, oui. il y a les électorats qui sont les grosses masses et qui sont, pour moi, ce qui m'intéresse. Donc l'électorat PS, si je sais bien. Et l'électorat supérieur, je dis éducation supérieure en un sens neutre. Je me souviens d'avoir fait une conférence en disant que les éduqués supérieurs se faisaient des idées quand ils pensaient être supérieurs. Voilà. Mais ces éduqués supérieurs, avec des privilèges, etc., stabilité de l'emploi, etc., représentent maintenant dans les villes, etc., des masses considérables. Et c'est ce qu'on appelle, en général, la France d'en haut. Vous voyez, donc et donc ça existe. Et ce que je trouve tout à fait extraordinaire, et ce qui est tout à fait spécifique de cette élection, c'est que finalement, les phénomènes de domination tels qu'ils sont, ils existent depuis un bon moment. Je veux dire, de toute façon, la politique, a priori, elle ne change pas. On est dans l'eurolibéralisme, on est dans l'euro, on va faire les ajustements en flexibilisant le marché du travail, on va taper sur les jeunes, on va dire aux vieux de se dire tranquille. En fait, rien n'a changé. Mais depuis, je dirais, le traité de 2005, où les gens ont voté contre, les gens d'en haut, les chefs de la France d'en haut, avaient des masques. C'est-à-dire que l'attention était détournée. C'est-à-dire qu'avec Sarkozy, c'était on tape sur les immigrés ou sur les musulmans. Quand Hollande a été élu, il a été élu en disant mon ennemi, c'est la finance ou l'argent. Quand on y pense maintenant, c'est à péter de rire. Il était élu avec un problème de gauche. Et là, ce qui est caractéristique de cette élection, c'est que la France d'en haut arrive nue avec son candidat et dit au corps électoral non, c'est l'eurolibéralisme, c'est comme on fait, et nous n'avons pas de masque. Nous ne tapons pas sur les immigrés. Nous ne prétendons plus être de gauche. C'est fini tout ça. C'est une véritable... C'est ce que là, j'aurais appelé, c'est la révolte des élites à la française. Enfin, en même temps, Macron, alors ne prétend pas être de gauche, mais ne prétend pas être de droite non plus. Je veux dire, non mais, alors est-ce que c'est pas une nouvelle forme de masque, le ni droite ni le ni droite ni gauche de Macron? Non, mais maintenant on dit haut bas. Au bas, c'est-à-dire c'est au bas, c'est la France d'en haut qui veut régner sans phare. C'est pour ça que ça tangue. Et alors moi j'insiste que c'était pas du tout le café du commerce à mon avis, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais pour analyser ça, il faudrait lire Christophe Dejour et tous les textes sur l'idéologie managériale, etc. Pour moi, dans un contexte où on a la classe qui est attachée à ce consensus, europhile, etc., se sent un peu en banqueroute idéologique. Macron, c'est le type qui promet de faire l'opération du super manager où on va rien changer aux structures, mais on va créer un état d'esprit qui font que les gens seront contents d'être là. C'est le rôle du manager dans une grosse boîte, c'est-à-dire tout le monde bosse jour et nuit, mais en fait, c'est un énorme team building. Et les gens qui ont voté pour Macron, c'est des gens qui croient aux vertus du team building. Parce que quand on regarde sa rhétorique, voilà, par exemple, la France qui ose, et avec ce vide du osez quoi, c'est typique du management. Donc c'est pas étonnant que des gens qui sont cadres supérieurs vivent ça toute leur vie, toute la journée, et se reconnaissent dans ce discours-là. On passe au second tour. Alors, donc, le soir du premier tour, on va revenir à Mélenchon, après ce détour par Macron. Donc, le soir du premier tour, je voudrais qu'on écoute un extrait de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Le résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui que nous espérions. En toute hypothèse, ce ne sera pas celui qui a été annoncé qui sera le bon. En effet, le ministère de l'Intérieur a réservé sa déclaration jusqu'à ce soir minuit. Bien sûr, d'ici là, médiacrates et oligarques jubilent. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les deux les institutions actuelles, qui n'expriment aucune prise de conscience écologique ni sur le péril qui pèse sur la civilisation humaine, et qui, les deux, comptent s'en prendre une fois de plus
aux acquis sociaux les plus élémentaires du pays. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite. Elles seront donc appelées à se prononcer sur la plateforme et le résultat de leur expression sera rendu public. Alors, donc, ce soir-là du second tour, et pour ne parler que de Mélenchon lui-même et pas de ses porte-paroles qui sont sur les plateaux de télé, une équivalence absolue est tracée entre les deux finalistes. Position expliquée quelques jours plus tard par une des porte-paroles des Insoumis, Raquel Garrido. Nous avons l'oreille des dégoûtés de la vie politique. Nous devons préserver ce lien avec les dégoûtés et ça implique de ne pas aller se mettre tout de suite en photo, ou même jamais d'ailleurs, avec les dégoûtants. Et je crois que parfois à Paris, les gens ne se rendent pas compte, ces gens ne se rendent pas compte à quel point ça énerve tout le monde leur attitude. Ces injonctions parisiennes énervent tout le monde, ça braque même et je me demande même si ça fabrique pas du vote FN. Et position immédiatement contrebattue, alors de manière très forte et quasi unanime, par la quasi-unanimité des journalistes, éditorialistes, chroniqueurs de l'audiovisuel public et privé. C'est exactement le même raisonnement, pardon de la référence historique, que celui qu'employaient les communistes contre les sociodémocrates allemands à l'entre-deux-guerres. Il ne faut pas être aux côtés des sociodémocrates qui luttaient contre le nazisme parce qu'au fond ils étaient pires que les nazis. On a vu ce que ça a donné. Avec Emmanuel Macron, les Insoumis ne partagent rien ou presque rien. De lui, ils détestent tout. En revanche, ne leur en déplaise, les Insoumis partagent avec le Front National des positions cousines sur l'OTAN, la Syrie, la Russie, l'Europe, la retraite à 60 ans, le protectionnisme, le dégagisme, la haine des médiacrates et des oligarques, la confusion de Macron et de Hollande, l'ambition d'être les candidats du peuple, le rejet des traités de libre-échange, etc. Seulement, c'est le FN. Et aux yeux d'une majorité d'Insoumis, le FN, c'est le diable, c'est le mal absolu, c'est le grand méchant parti raciste. De sorte que ce qu'on présente comme une alternative impossible entre le Caribe de libéral et la Scylla xénophobe est en réalité l'impossible aveu d'une convergence réelle avec les idées de la seconde. Et c'est donc cette convergence, comme vous dites, cachée, qui explique selon vous la prudence de Jean-Luc Mélenchon qui donc refusait de donner des consignes de vote dimanche? À mon avis, oui. Alors, Olivier Tonneau, c'est la position de Mélenchon. D'autres porte-paroles l'ont exprimé de manière très différente. Alors, toute une gradation. Enfin, je veux dire, certains appelant explicitement à faire barrage au Front National. Certains disant qu'ils vont, allant plus loin dans l'explicite, en expliquant qu'ils vont même voter Macron, ce qui est d'ailleurs votre cas, on va en parler. Mais d'abord sur cette équivalence absolue tracée entre, en gros, le libéralisme et le post-fascisme. Je ne sais pas comment les appeler tous les deux. Eh bien, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Mais alors, je vais vous faire l'exégèse de la déclaration de Mélenchon selon moi, et je peux me tromper, puisque, encore une fois, je ne le connais pas, je n'ai pas d'accès à des informations privilégiées. Pour moi, quand on est Jean-Luc Mélenchon, qu'on a porté le combat contre le Front National toute sa vie, et que le 18 mars, on a fait un discours place de la République, où il a égrené les articles de la Constitution de la Ve République pour mettre en évidence les pouvoirs exorbitants que cette Constitution donnerait à un chef de l'État, et il a conclu en disant « il faut voter pour nous », parce qu'il faut qu'on change cette Constitution avant qu'elle tombe dans les mains du Front National. Quand on est Jean-Luc Mélenchon avec ça derrière soi, et qu'on dit, et c'est pas dans votre extrait, je n'ai reçu aucun mandat pour m'exprimer au nom des personnes qui... Oui, non, mais par contre, il manque la suite. Chacun sait en conscience où est son devoir. Pour moi, honnêtement, cette phrase, en fait, elle fait tellement fortement écho justement à ce qu'il avait dit en 2002 et puis en 2012 que moi, j'ai eu aucun doute que, bien entendu, j'irais voter Macron. Expliquez-vous qu'il ne l'ait pas rappelé explicitement, alors ça, c'est l'autre question. Le dimanche soir. Ça, c'est l'autre question. Je pense que de fait, donc encore une fois, je peux me tromper, il n'y avait peut-être pas de consigne explicite, mais de fait, il y a quelque chose qui est indicible à dire... je vous appelle à voter Macron. C'est indicible parce que ce qui s'est passé et ce qui a orchestré l'arrivée de Macron au pouvoir est intolérable. Et donc, de fait, moi, dans mon billet de blog, je finissais par Andromaque qui accepte d'épouser Pyrrhus pour sauver son fils. Et un lecteur m'a répondu Andromaque très bien, mais il y a aussi Antigone. Et effectivement, les deux positions se comprennent. Donc, alors, je pense que vous pouvez juste pour et donc Antigone, les décérébrés macroniens qui nous écoutent, rappeler Andromaque et Antigone. Et ben voilà, donc Andromaque, c'est celle qui se résout à un mal pour éviter un plus grand mal, et Antigone, c'est celle qui dit en aucun cas je ne ferai le mal et le monde peut s'effondrer, moi j'aurai ma conscience pour moi. Et je pense que c'est bien, c'est utile, ça va me permettre de me structurer culturellement dans le contexte. Et donc de fait, je pense que c'est tellement scandaleux, tellement choquant
ce à quoi on est mis, ce à quoi on est confronté et qui a été orchestré, que le plus qu'on puisse dire, c'est renvoyer chacun à sa conscience. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement scandaleux dans le fait que Macron soit sélectionné pour le second tour? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus indicible à dire aujourd'hui, j'appelle à voter Macron, qu'à dire en 2002, j'appelle à voter Chirac? Puisque je rappelle que Mélenchon lui-même, en 2002, avait appelé à voter Chirac. Parce que, d'une part, il y a eu le fait qu'il y a eu la fabrication Macron. Je pense qu'on n'a pas besoin d'entrer dans le détail, mais vraiment, tout a été fait pour bombarder ce type au deuxième tour. Mais d'autre part, et c'est plus important, il y a eu la fabrication Le Pen. Alors qu'en 2002, c'était un peu quand même un coup de tonnerre. La gauche était fracturée, donc on pouvait dire que c'était un accident de la gauche parce qu'il y avait eu toutes ces candidatures, et voilà Le Pen. Donc face à ce coup de tonnerre dont on n'avait pas le sentiment qu'il avait été voulu, eh bien, il y avait ce réflexe, ok, maintenant on colmate les brèches et on vote Le Pen, on vote Chirac. Vous ne vous y intéressiez pas en 2002, vous nous l'avez dit au début de l'émission. Ouais, c'est ce que j'ai... Mais je veux dire, en 2002, si je peux me permettre de vous le rappeler, on disait exactement la même chose du vote Le Pen. On disait, c'est les médias qui ont fabriqué l'ascension de Le Pen, à force de faire une campagne sur l'insécurité, de monter en épingle les faits divers, etc. On disait la même chose. D'accord. Mais là, il y a donc, bon, il me semble que quand même c'est encore plus clair, et surtout pour les Insoumis. Parce que moi, j'ai écrit un billet de blog qui avait énormément tourné il y a quelques mois sur l'émission, le passage de Mélenchon à l'émission de Pujadas. J'avais appelé ça « Conjurer Mélenchon par Le Pen, le jeu dangereux de Pujadas et sa clique ». Et ça avait beaucoup tourné, donc ça, comme toujours quand quelque chose fonctionne, même quand par exemple Mélenchon fonctionne, ça ne veut pas dire qu'on crée l'opinion, ça veut dire qu'on rencontre l'opinion. Donc les gens avaient été choqués. Et ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce billet, c'est que pour écraser Mélenchon, on mettait cette équivalence constante entre Mélenchon et Le Pen, qui faisait mécaniquement voter Le Pen. Il y a cette question, il y a un truc quand même fou qui s'est passé pendant 5 ans, qui était que Le Pen, pour racoler l'électorat ouvrier, nous a tout piqué, ce qui n'a jamais été dit. Par contre, à nous, on nous disait toujours, mais vous copiez Le Pen. Les journalistes n'avaient qu'à être factuels pour dire à Le Pen, oui, maintenant vous êtes de nouveau pour la retraite à 60 ans, mais c'était pas le cas il y a une semaine, vous copiez Mélenchon. C'était un fait, et immédiatement, ça nous ramenait de l'électorat. Au contraire, ils faisaient l'inverse. Et donc, je finis juste parce que c'est important, pour moi, l'équivalence Mélenchon-Le Pen, qui a toujours été faite, elle servait à décrédibiliser Mélenchon auprès des classes moyennes, parce que si c'est comme Le Pen, eh bien c'est intouchable comme Le Pen, et à crédibiliser Le Pen auprès des classes populaires. Non mais ça c'est l'équivalence du premier tour. Moi je voudrais vous interroger sur l'équivalence du second tour, c'est-à-dire l'équivalence que fait Mélenchon entre Macron... Je ne pense pas qu'il fasse d'équivalence. Il souligne les points communs, mais il ne dit à aucun moment c'est la même chose. Il n'introduit à aucun moment l'idée qu'il y a une différence. En tout cas, dans ce discours du dimanche soir. Dans ce discours du dimanche soir. Moi, je l'ai entendu assez différemment des journalistes, ce discours. Pour moi, ce moment où Mélenchon n'a pas foncé dans le piège du désistement républicain... Pourquoi c'était un piège ? Parce que c'est la routine, c'est le système, c'est ce qu'on attend des gens. Puis avec l'injonction à s'aligner et finalement à renier tout ce pourquoi on se bat sous prétexte qu'un péril politique terrible nous menace. Et moi... Au moment où il a fait ça, de mon point de vue, Mélenchon est vraiment devenu un homme d'État. Et un recours qui le restera, parce qu'il a refusé la routine habituelle. Alors, c'est pas votre interprétation, je n'en sais rien. C'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai voulu entendre, parce que je crois que c'est vraiment des élections très nouvelles en un sens, mais pas sur le plan de la répartition des forces. La seule chose vraiment nouvelle, c'est l'émergence de la France insoumise et de Mélenchon. On l'a vu dans les statistiques. Le Front National a très peu progressé. De l'autre côté, il y a eu une sorte de mue, c'est-à-dire une sorte de coming out de gens qui n'en pouvaient plus de se raconter qu'ils étaient de gauche et socialistes, alors qu'en fait, ils étaient des gens de la France d'en haut. Alors, en refusant le piège... Quand même, le système électoral dans lequel on vivait, c'était... Il y avait un parti inacceptable, le Front National, et il l'est toujours. C'est pour ça qu'il n'y a pas aucun problème. Le vote Front National est inacceptable. Et puis les autres étaient, à des degrés divers, acceptables. Mais là, en fait, dans cette élection, c'est qu'on a eu une sorte de... Tout le monde attendait à ce que le Front National se normalise, mais en fait, on a vu une multiplication des candidats inacceptables. D'abord, on a eu Fillon, qui est devenu inacceptable pour des raisons en apparence accidentelles, mais qui ne le sont pas, sur la corruption des classes supérieures et quelque chose qui existe. Et Macron est inacceptable, peut-être
parce qu'il est d'origine bancaire, peut-être parce qu'il est eurolibéral, mais surtout parce qu'il est d'origine bancaire. Oui. Vous vous rendez compte de la manière dont vous parlez? Et d'origine bancaire, on dirait que vous parlez de son ethnie. Ou de sa nationalité, et d'origine bancaire. Non, arrêtez, je suis d'origine juive, faut pas déconner, pas lui, donc c'est pas... Je parle d'origine sociale, originaire du système bancaire. Donc, si quand on regarde sa biographie, lui personnellement, non. Il est passé par la banque après avoir fait des études, mais il n'est pas issu de la haute bourgeoisie bancaire. Oui, mais voilà. je veux dire, on parle de métier, on parle de groupes environnants. Vous ne cherchez pas trop loin. C'est le mot origine. Si ça vous intéresse, j'avais un arrière-grand-père qui a fait sa carrière dans la banque. Voilà, donc c'est pas pour des raisons. Bon, voilà. Donc il y a. Et d'ailleurs, je disais, ça n'est pas tellement ça, si mes souvenirs sont exacts. C'est pas tellement ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous m'aviez reproché de ne pas mentionner la banque. Donc, maintenant, vous me reprochez de la mentionner. C'est quand même une double injonction un peu, un peu serrée, là, quand même. Mais c'est que il sort d'un gouvernement auquel il a participé, qui a assuré une augmentation du taux de chômage de 25%. Il nous promet la même chose. Il a été faire allégeance à Berlin. C'est-à-dire qu'il arrive en nous garantissant que ça va continuer et qu'on doit se soumettre. Donc il est, pour moi... Emmanuel Todd, vous nous dites le Front National c'est inacceptable, Marine Le Pen c'est inacceptable, vous nous dites Macron c'est inacceptable. Est-ce que vous établissez, vous personnellement, une équivalence, un signe d'égalité entre ces deux inacceptables? Absolument. Sans aucun problème, et que je résumerai, j'essayais pour moi-même de me résumer les choses. Moi, j'ai toujours été sur une ligne patriotique de gauche, avec des désaccords avec le style de Mélenchon. J'ai théorisé sur le protectionnisme. Moi aussi, je me suis fait piquer toutes mes idées par le Front National, et j'ai été dans ces situations. Mais c'est pas moi qui les copie, c'est eux qui me copient, donc je connais tout ça par cœur. Il y a peu de temps, j'ai traité l'électorat du Front National de raciste, dans le journal du dimanche. Mais si vous voulez, pour moi, sinégal, parce que, si vous voulez, c'était très intéressant, cette histoire sur Andromaque et Antigone. Pour moi, c'est vraiment avoir des questions d'utilité sociale, c'est vraiment devenu une question de choix moral. C'est-à-dire que voter Front National, c'est voter xénophobe. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Et quand je dis xénophobe, je suis poli, parce que le mot qui me vient à l'esprit, c'est raciste. Mais ça serait techniquement incorrect dans un contexte français. Mais pour moi, voter Mélenchon, c'est l'acceptation de la servitude. Macron. Pardon, excuse-moi. Voilà, bon, on ne comprend pas au montage, mais voilà. Voilà, vous l'avez corrigé, excusez-moi. Pour moi, voter Macron, c'est l'acceptation de la servitude. C'est-à-dire la soumission, effectivement, pour le coup, à un système de pouvoir téléguidé par les inspecteurs des finances, la haute administration, le système bancaire, dans un état d'esprit de soumission absolue à l'Allemagne, avec l'idée que ça va continuer, et on n'accepte pas le racisme et on n'accepte pas la servitude quand on est un vrai Français. Alors, expliquez-nous, je ne vais pas vous demander si pour vous aussi il y a un signe égal, puisque vous avez répondu sur le blog, vous avez dit non, il n'y a pas de signe égal et j'irai voter Macron. Pourquoi, selon vous, n'y a-t-il pas de signe égal? Alors, d'abord, je pense qu'il faut reposer le problème. Cette histoire de signe égal, c'est pas la bonne façon de penser les choses. Je vous dirai, moi, ce que j'en pense à la fin, mais ce qui m'intéresse là, c'est de vous expliquer ce que j'ai compris, en fait, de l'abstention, de la volonté de s'abstenir que j'ai découverte, beaucoup plus massive que je ne l'anticipais chez les Insoumis. En fait, et chez Emmanuel Todd. C'est rigolo. Moi, je découvre que je suis absolument pas tout seul. Quand je vois les lycéens dans la rue qui disent ça, je me dis, ah, putain, pour une fois, je suis pas isolé, c'est génial. Petite minorité de lycéens. Alors, quelques centaines de lycéens. C'est-à-dire, pour être clair, beaucoup moins des lycéens, mais beaucoup moins de lycéens qu'en 2002. En 2002, il y avait des dizaines de milliers de lycéens qui défilaient en disant non au Front National. Aujourd'hui, on a quelques centaines de lycéens. Et admettez que ça ressemble beaucoup au début d'un basculement d'attitude historique. J'en sais rien.
Alors, si vous le savez, vous êtes très fort, moi j'en sais rien. Alors, je reprends. Voilà. Donc, vous avez noté quelque chose qui était remarquable, si on en croit les études d'opinion durant la campagne, c'était le changement dans les priorités des Français. Et à la fin, tout d'un coup, avant le chômage, avant l'insécurité, avant tout ça, il y avait les institutions. Et ça, c'est remarquable parce que j'ai été surpris, moi, quand Mélenchon mettait en avant la 6ème République et la Constituante, je me disais, waouh, ça pose quand même les choses à un niveau assez haut d'abstraction. Enfin, moi, j'ai pas vu ça dans les déterminants de vote. Hein. Dans les déterminants de vote, j'ai vu number one, le chômage. Ah ben c'était sur BFM, alors je me rappelle plus quand, mais bon, bref, admettons. En tout cas, je le prenais simplement comme si on peut rechercher, parce que je crois que j'ai vu passer dans Le Monde un graphique sur les déterminants du vote. Voilà, si vous le cherchez, il y a la référence, j'ai écrit un article sur la France Insoumise pour le New Statesman, c'est dit dans l'article, il y a un lien vers l'étude en question. Mais peu importe, c'était simplement un point d'entrée pour vous dire quelque chose, qui est que dans la France Insoumise et dans ses sympathisants, en fait, les gens sont bien au-delà de la question est-ce qu'un gouvernement Macron ou un gouvernement Le Pen, est-ce que c'est la même chose? Pour moi, c'est évident que c'est pas la même chose quand même. Faut pas tout mélanger. Macron n'est ni islamophobe, ni homophobe, ni antisémite, ni contre le droit à l'avortement. Mais ce que les insoumis contestent, c'est l'État profond. C'est ça qui revient constamment. C'est-à-dire qu'ils disent, mais que ce soit Macron ou Le Pen à la tête de l'État, la police, elle agira de la même façon. Que ce soit Macron ou Le Pen, on se fera gazer dans les manifestations de la loi El Khomri de la même façon. Et donc, et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez personnellement de cet argument? Moi, je vous avoue que, par exemple, une chose très frappante, puisque maintenant j'ai plein de contacts plus ou moins virtuels, plus ou moins réels, insoumis, c'est beaucoup de personnes issues des minorités ou appartenant aux minorités visibles qui me disent « je m'abstiens ». Non, mais je vous demande pas ce que les gens vous disent, je vous demande ce que vous en pensez vous. Oui, bien sûr, mais tant qu'on n'a pas compris ce que les gens nous disent, on n'a pas envie de se presser d'en comprendre quelque chose. Et alors maintenant que vous avez compris, qu'est-ce que vous en pensez vous? Eh ben, je vous dis justement, j'en sais rien. C'est-à-dire que pour moi, mais par exemple, sur cet exemple très particulier, la police, qui est intéressant, vous pensez pas que les gens qu'on nomme à la tête de la police, les gens qu'un président Macron ou qu'une présidente Le Pen nommerait à la tête de la police, nommerait à la tête de la justice, nommerait à la tête de la gendarmerie, exercent une influence? Mais déjà, l'enquête sur la mort de Rémi Fraisse a été enterrée par l'actuel ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il peut faire pire un ministre nommé par Marine Le Pen? L'affaire Théo, 10 fois pire, 100 fois pire. Alors moi, comment dire, ma position, c'est que quand bien même il ne resterait qu'une feuille de papier à cigarette entre Macron et Le Pen, ça vaudrait toujours la peine de voter Macron. Mais je n'arrive à l'acter réellement, et c'est ce que j'explique dans mon deuxième billet de blog, que parce que je me sens, depuis cette élection que j'ai vécue vraiment comme une violence, je me sens tellement en guerre de toute façon contre les médias pour faire court, etc., que pour moi, mon vote est dénué de tout enjeu symbolique. J'ai l'impression que les gens qui ne veulent pas aller voter Macron, c'est parce qu'ils refusent de se soumettre à des injonctions qui sont effectivement dégueulasses, ou parce qu'ils se posent la question, comment est-ce que ça légitime Macron, plus ou moins 76% ou 56%. Moi, je n'ai plus rien à faire de tout ça. C'est-à-dire qu'on a construit la France insoumise, qui est très indépendante dans la façon dont elle s'exprime, dans la façon dont elle se construit. Tout ce qui compte, c'est qu'on pousse ça et qu'on étende ça. Et tout ce que pourront dire les journalistes de ce que j'ai fait ou pas fait, ça m'intéresse plus. Du coup, c'est pour moi, aller voter Macron, c'est comme si je vais au supermarché, je prends le produit qui coûte 12 € plutôt que celui qui coûte 12,80 €, même s'il y a que 80 centimes de différence. Ouais. Donc je le fais, voilà. Ouais, mais je crois que vous sous-estimez la valeur symbolique des choses. C'est-à-dire que moi j'ai réfléchi sur la thématique de la France insoumise, et vraiment j'ai réfléchi de l'extérieur en fait, et j'ai pas... on peut pas dire que j'étais très passionné par cette campagne et en fait je n'attends pas le deuxième tour avec beaucoup d'angoisse ou beaucoup de passion. En tant qu'historien, j'ai pas très peur de toutes les choses qui peuvent se passer. Attendez, Emmanuel Todd, juste, parce qu'on vient de trouver donc les déterminants. Alors, le schéma il n'y a pas les institutions. Donc, je ne sais pas d'où venaient vos chiffres, je suis désolé. Non, mais c'est pas de la bonne étude. Comment ça, c'est pas la bonne étude? Les enjeux du vote de l'élection présidentielle, quels sont parmi les suivants les 3 thèmes qui compteront le plus dans votre choix de vote dimanche? Pour l'ensemble des électeurs, pouvoir d'achat 27, immigration 26, chômage 25... Mais la question des institutions n'est pas posée dans ce questionnaire, donc on ne peut pas avoir la réponse à l'importance des institutions. Il faudrait aller rechercher dans l'article du New Statesman qui s'intitule « How Jean-Luc Mélenchon built a resistance ». Et vous verrez, vous aurez le lien vers l'enquête. Alors, Adèle Bello va y foncer. Pardon de vous avoir interrompu. C'est qu'en fait, c'est très intéressant ce que vous dites, mais quand même, je veux dire,
vous allez un peu vite en besogne quand vous semblez partir du principe que Macron n'est pas une menace pour la démocratie. On est quand même dans un pays où l'oligarchie dirigeante, c'est presque pléonasmique de dire ça, s'est assise sur le résultat du référendum de 2005. On est dans un pays où les députés socialistes ne s'intéressent plus, etc. Donc il y a un risque pour la démocratie avec le Front National, et je pense tout à fait qu'il y a un risque pour la démocratie avec Macron, parce que si les gens d'en haut arrivent à faire élire leurs choses à nu, c'est-à-dire sans prétendre, mais ils vont avoir une tête comme un chou-fleur. Tout va être permis. Tout va être permis. Et on peut tout à fait imaginer un monde dans lequel, la prochaine fois, plus d'élections avec Macron. C'est ça que vous ne voyez pas. Et je terminerai sur votre cas. C'est que vous pouvez retourner les choses dans tous les sens que vous voulez sur le plan conceptuel. Je suis ravi de me voir catégorisé dans... Moi, je suis côté Antigone, hein, dans votre typologie. Mais la vérité, c'est que voter Macron, j'essaye de ne plus me tromper là, au deuxième tour, pour les gens de la France insoumise, dont je n'étais pas, donc je regardais, c'est un rituel de soumission. C'est-à-dire qu'en fait, vous acceptez de vous soumettre. Non. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour les gens de la France insoumise, parce qu'on leur... L'injonction, vous devez vous soumettre. C'est vrai. Alors, d'ailleurs, sur le risque pour la démocratie, vous dites qu'il y a un risque avec Le Pen, il y a un risque avec Macron. C'est en termes je dirais de probabilité ou même de délai. Ce sont des risques, selon vous, équivalents. C'est de nature différente et fondamentalement, je ne me sens pas capable de vraiment complètement les évaluer. C'est-à-dire qu'on est dans une situation historique nouvelle, on est dans l'histoire. On est dans une histoire qui se fait, on est dans une histoire européenne qui tourne très mal, on est dans un système où il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas nous les patrons, c'est quand même en Allemagne que ça se décide et que les gens de notre classe dirigeante sont des gens qui essentiellement fonctionnent en accord ou en obéissant aux Allemands. Je veux dire, les Grecs ne fonctionnent plus en démocratie. Ils votent, tout le monde s'en fout. Les Italiens, les Espagnols, ils appliquent des... Donc, nous, on a un petit traitement de faveur dans le système parce que les Allemands savent que si les Français se tiennent tranquilles, ils contrôlent bien tout le système. Mais donc, il y a quelque chose de mystérieux et d'opaque. Et la réalité, c'est que si Macron est élu, on ne sait même pas ce qu'il va devenir, Macron, parce qu'on ne sait pas vraiment qui il est. Je veux dire, on pourrait même avoir une surprise extraordinairement positive. On ne sait pas, en fait, qui est ce type. Mais la vérité, c'est que élire Macron, si on élit Macron, on élit notre représentant à Berlin. On n'élit pas un président de la République française. Dans l'euro, il n'a pas de pouvoir. Donc, mais honnêtement, je ne suis pas capable. C'est là que je dis, il faut être chercheur, il faut être lucide, il faut admettre quand on ne comprend pas. Et il y a des risques, c'est évident, puisque ce que propose le Front National... C'est une sorte de, c'est ce qu'on appelle une démocratie ethnique, en fait. C'est le retour à la démocratie, mais sur une base ethnique. C'est totalement inacceptable. Mais peut-être que ce que propose Macron, c'est une sortie de la démocratie pour aller vers des formules oligarchiques où de plus en plus les gens de la France périphérique, la France d'en bas, quand ils votent, on s'en fout. C'est aussi la fin de la démocratie. Je voudrais juste vous poser une question. Alors pour vous, voilà, vous nous dites qu'il y a des risques des deux côtés, etc. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une catégorie de personnes pour qui les risques sont beaucoup plus forts et beaucoup plus immédiats en cas d'élection de Le Pen, qui sont par exemple en France les immigrés ou les migrants? Je voudrais vous montrer un dessin qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux depuis le premier tour. C'est un dessin de Jules qui est paru dans l'Humanité. Donc on a l'abstentionniste. Marine Le Pen a été élue, mais au moins je n'ai pas voté pour un banquier, dit l'abstentionniste. Et on a deux têtes qui dépassent de la vague. C'est quoi voter et c'est quoi un banquier? Oui, mais si vous voulez, cette histoire disons, les enfants de l'immigration, les Français... Ou les migrants, d'ailleurs. C'est pas pareil. Ou les sans-papiers. Non, c'est pas pareil. C'est-à-dire que les enfants, on a une notion de citoyenneté. Moi, je suis un immigrationniste raisonnable, modéré. Je pense qu'on a le droit d'avoir des frontières, que c'est bien d'avoir une certaine quantité d'immigrés. Bon, je me suis personnellement fait carboniser pour avoir défendu les Français d'origine musulmane avec mon dernier bouquin, là, sur Charlie.
Donc mon âme est pure. Mais justement, dans ce bouquin, ce que j'expliquais, c'est que la soi-disant attitude sympa des socialistes et des macronistes, en fait, puisque là c'est la même, vis-à- c'est des enfants d'immigrés, c'est pas tellement évident. Parce que d'un côté, ils vont dire oui, c'est pas bien Le Pen, c'est pas bien des xénophobes, c'est pas bien de blablabla, encore qu'ils sont rentrés dans un discours laïque vraiment pénible, etc. Mais ils vont faire quand même les politiques économiques avec l'euro qui vont détruire les enfants d'immigrés. C'est-à-dire que le Parti socialiste, c'est le parti qui a commencé la politique du franc fort, c'est le parti qui a conçu l'euro, et en termes socio-économiques objectifs, c'est le parti qui a le plus contribué, je veux dire, au freinage de l'assimilation des immigrés en France, à la destruction de plusieurs générations issues de l'immigration. Et Macron, il va se faire photographier à Sarcelles en disant on vit bien à Sarcelles. Apparemment, bon, voilà. Mais c'est le mec qui, président, probablement, va continuer la politique de destruction de la France d'en bas, et d'une France d'en bas qui comprend les Français d'origine lointaine et les gosses d'immigrés. Vous faites même une différence entre deux formes de violence, l'une qui serait économique et l'autre qui serait plus directement xénophobe. Mais honnêtement, ce dessin, justement, il trahit quelque chose qui ne va pas du tout, parce que la façon dont les réfugiés sont traités aujourd'hui sous un gouvernement socialiste, c'est vraiment abominable. Je ne me rappelle plus le chiffre de combien on a accueilli de réfugiés. C'était quoi? Oui, mais je me rappelle. C'est dérisoire. C'était dérisoire. Alors voilà, on est quand même entre le dérisoire et le zéro. C'est quand même terrible. Et de la même façon, on est entre le dérisoire et le renvoi brutal, beaucoup plus brutal sans doute qu'il ne l'est aujourd'hui. Oui, mais alors justement, c'est quand même là qu'est toute la difficulté, parce que par ailleurs, le Burkini. Honnêtement, dans le genre hystérie collective fascisante, ça se posait là quand même. Et du coup, le problème, c'est justement ce qui est intolérable à beaucoup de gens, et notamment à beaucoup de gens des minorités visibles, toutes les personnes dont vous dites que pour elles, la vie sera plus difficile sous Le Pen, en quoi je vous rejoins, c'est qu'elles ont quand même le sentiment qu'en votant Macron, on leur demande d'absoudre, de laver blanc un système qu'elles haïssent comme étant déjà un système... voilà, on parle de racisme d'État tout le temps. Je ne sais pas si moi-même j'emploierais cette expression, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Oui. Donc voilà, elles ont le sentiment, je ne sais pas si elles ont le sentiment, vous parlez de la visite de Macron à Sarcelles hier. Il se trouve que j'ai vu les images qui étaient diffusées par l'équipe de Macron qui les a diffusées. Je veux dire, Macron a reçu dans la population de Sarcelles, dans la population mélangée de Sarcelles, un accueil enthousiaste. Et je veux dire, et les raisons de cet accueil enthousiaste ne faisaient pas de doute, c'est parce que c'était le mec qui allait pulvériser Le Pen. D'ailleurs, voilà. Je voudrais répondre quand même. Je n'ai pas dit du tout que les gens étaient conscients de ce qui se passait. Non, mais c'est ce que nous dit Olivier Tonneau. Olivier Tonneau dit les gens issus de l'immigration. C'est à lui que vous parlez alors. Je dis certaines. C'est juste ça que je voulais. Parce que bien sûr, je reçois les deux messages. Certaines personnes qui disent surtout jamais Le Pen, et d'autres, mais c'est ce que j'ai noté parce que c'était ce qui était plus inattendu, qui disaient alors là, faut pas. Alors là, c'est Sarcelles. Mais je n'ai pas dit que la politique socialiste ou post-socialiste de gentillesse explicite à l'égard des Français de toutes origines, je n'ai pas dit que ça ne marchait pas. Je dis que ça met les gens dans un état de fausse conscience. C'est-à-dire ça les met dans une situation où ils pensent que les gens les défendent, alors que sur le plan économique, les gens en question les détruisent. Vous allez vous abstenir ou vous allez voter blanc? Moi, je vais m'abstenir. Je ne vais pas me compliquer la vie. Je sais pas. Et puis, si vous voulez, je veux dire, il y a des gens, il y a des fanatiques du bulletin blanc, mais au moins, si on s'abstient, les gens sont sûrs que vous n'avez voté pour personne. Alors, je vous montrer un autre dessin, c'est un dessin de Pessin qui est paru dans Slate. Donc voilà, on a tous les manifestants votons blanc, et le dernier ajoute, et croisons les doigts pour qu'on ne soit pas trop nombreux. Est-ce que vous nous garantissez que le dernier, là, c'est pas vous? C'est-à-dire que voilà, vous vous abstenez, mais est-ce que vous... Je vais vous dire... Alors, est-ce que pour préciser ma question, est-ce que vous abstenez dans la certitude que de toute façon Marine Le Pen ne sera pas élue, ou est-ce que vous abstenez en prenant le risque que Marine Le Pen soit élue? Je vous donne d'abord mon attitude de chercheur, ensuite mon attitude de citoyen. Là, je parle aux citoyens. Je pense que la probabilité pour que Marine Le Pen soit élue reste faible. Et qu'il y a une sorte de panique chez les macronistes actuellement, parce que c'est comme s'ils avaient jeté le filet trop loin. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont tenté un super branco, on va se faire élire avec notre machin, nu, sans prétendre qu'on est de contre... Voilà. Et il y a une panique de ce côté-là. Mais je pense qu'elle est exagérée. Mais si, je veux dire,
Je m'en fous. Moi, je ne me soumettrai pas. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, pour être clair, vous vous abstenez en prenant le risque. Ça ne me gêne pas du tout, mais c'est fondamentalement parce que je pense qu'on est au début d'une crise historique. Donc le problème de savoir si c'est cette fois-ci ou celle d'après est une question un peu secondaire. Et il est évident qu'avec 5 ans de Macron, on est quasiment... Vous voyez, c'est vraiment... Et je pense que la chose importante, au stade actuel, c'est que... Mais alors, attendez, non mais cet argument de toute façon maintenant ou dans 5 ans, ça ne change rien, j'ai du mal à le comprendre, moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, comme on l'aura dans 5 ans, autant l'avoir tout de suite. Non mais, là, vous me faites dire des trucs que je n'ai pas dit. J'ai dit... J'ai dit... Alors, de toute façon, je veux dire quand même... il faut quand même pas déconner. Si les gens pensent en termes d'avertissement et de barrage, il y a les législatives. Donc en fait, on n'est pas dans un système à un seul temps. C'est-à-dire qu'il y a un oral de rattrapage. Si les gens ne sont pas contents, si ça tourne trop mal. Donc je reconnais que voilà. Vous pourriez aller et pour le coup à l'oral de rattrapage. Mais là, vous pourriez aller vous rattraper. On n'y est pas. On n'y est pas. C'est-à-dire que, par exemple, mon attitude actuelle, je n'aurais jamais imaginé, avant le premier tour, que le résultat de ce premier tour m'intéresse. C'est-à-dire, moi, je suis allé voter Mélenchon. Je crois que j'avais dit que j'hésitais entre Mélenchon et Dupont-Aignan. Hein, vraiment... Voilà, oui, mais ça, vous ne pouvez pas comprendre, mais quand on se soumet, on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc, vous n'avez jamais eu en face de vous quelqu'un de vraiment dur politiquement. Et donc là, je viens de prendre conscience. Pour moi, l'urgence, le truc vraiment important, c'est de... J'ai cru sentir dans les données électorales l'émergence d'une autre France, qui serait défini en fait par le taux d'abstention, là, et c'est ça qu'il faut préserver. Et d'ailleurs, quel que soit le président élu, plus le taux d'abstention sera élevé, moins il se sentira capable de faire ce qu'il veut. J'espère que les gens mesurent. Mais vous plaisantez. Mais pas du tout. Une fois qu'il sera élu, il sera élu. Et le taux d'abstention sera un souvenir historique. Mais non. Vous ne voyez pas que le pays entre dans une crise de longue durée. Ça ne fait que commencer. Alors, non, mais sur le soumis, déjà, sur le soumis, je pense qu'il ne vous a pas échappé que le déterminant premier du vote d'Emmanuel. C'est l'insoumission, justement. Non, c'est l'Europe. C'est l'Europe, la souveraineté et la soumission à Berlin, alors que j'ai l'impression que le vote déterminant premier à vous, c'est avant tout le social. Non. Je ne peux pas faire tout le programme de la France Insoumise ici, mais ce que je voudrais répondre à Todd et essayer d'expliquer moi ma position. Pour moi... en fait, c'est quand même évident qu'il n'y a absolument rien à gagner à avoir Le Pen au pouvoir, donc on va virer les fachos, comme je disais dans mon papier, comme on sort les poubelles. Mais ceci posé, qui pour moi n'a jamais fait de doute, ce qui m'a effectivement fasciné, c'est l'intensité du désir d'abstention, et c'est pour ça que ça m'intéresse, et de fait, je suis prêt à le comprendre, et j'accepte. J'ai pas de problème avec cette position. Mais moi, en fait, je regarde un coup plus loin. C'est-à-dire que dans mon article, je fais le contraste entre des gens qui veulent qu'on fasse barrage au Front National et la France Insoumise qui combat le Front National et qui donc l'a même fait reculer. Moi, la seule chose qui m'intéresse, ou plutôt la chose qui m'intéresse le plus, c'est cette perspective longue, c'est-à-dire de continuer ce combat réel contre le Front National que la France Insoumise s'est révélée capable de mener. Donc, tout ce qui m'importe moi, c'est qu'il n'y ait pas de division interne à la France Insoumise. Je m'étais dit en arrivant ici que je ne voudrais plus, je ne dirais rien qui ressemble à un appel à voter Macron parce que, ok, Andromaque, Antigone, les deux vont. Finalement, la seule chose qui compte, c'est que chacun fasse cet acte sale que de toute façon il faudra faire, ou ça sera aussi sale de ne pas le faire quelque part, le 7, et après on repart. Voilà, pour moi, c'est tout ce qui compte. On peut tomber d'accord là-dessus. Alors là, vraiment, j'ai pas du tout de... Et ben voilà. Donc on est d'accord sur le fait qu'il faut préserver un acquis du premier tour et que chacun fait ce qu'il veut et donc vous votez Macron. Écoutez, on va sur cette note formidablement consensuelle. Voilà, c'est vraiment... Voilà, écoutez, merci à tous les deux d'avoir mené cette discussion tout à fait intéressante. Non, je voudrais dire quand même une dernière chose. Voilà. Le type qui veut avoir le dernier mot, toujours. Ah non, pas du tout. Non, mais il peut faire pareil. C'est que, quand même, je ne sais pas pourquoi, je vais m'abstenir dans la joie. C'est un bonheur pour moi
de transgresser et de prendre ce que vous considérez un risque, etc. Parce que ça me donne un sentiment de liberté particulier. Vous n'arriverez jamais à grandir, vous. Même retraité. Hein. Ah bah non, de toute façon, j'ai atteint le stade du retour en enfance. Là. Voilà. Merci pour cette discussion. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.